je vais juste résumer pour dire que, comme Emmanuel nous l'a bien dit, la propagation, c'est-à-dire la transmission de la maladie d'une personne à l'autre est à un rythme de 1 sur 3. 1 sur 3 veut dire que vous pouvez vous retrouver. 1 sur 3, ça veut dire que la deuxième personne, la deuxième génération, c'est déjà 1 sur 9 et ainsi de suite. Donc, ça dit que la maladie se multiplie rapidement. La deuxième chose que nous retenons, c'est que notre comportement et le comportement des personnes malades déterminent le nombre de cas. Donc, si nous respectons les mesures qui sont prises, alors nous allons avoir moins de cas qui vont être contaminés. Il nous a bien dit, il nous a présenté les facteurs de risque de la transmission. Il a aussi présenté les facteurs de risque de la gravité, c'est-à-dire quand vous êtes malade, qu'est-ce qui augmente votre risque à faire la maladie, à être hospitalisé ou à mourir. Et il nous a dit aussi que le nombre de cas dans une population ou bien dans un pays ne doit pas déterminer notre comportement parce que ce nombre de cas est déterminé par la proportion de personnes qui ont un signe et qui demandent le test et l'accès des personnes malades au test, n'est-ce pas? Et qu'il faut faire des enquêtes ou faire un test total de la population pour avoir une idée. Donc, vous pouvez être bien dans un pays où il y a une augmentation de l'incidence de la maladie et vous n'êtes pas au courant parce que soit les personnes malades n'ont pas les symptômes, mais transmettent la maladie, soit ces personnes-là sont malades et n'ont pas accès au test. Donc, ça, c'est un peu le résumé. Il nous a présenté enfin l'évolution de la maladie. Il nous a expliqué les différents indicateurs qui sont le taux d'attaque, c'est-à-dire la proportion de personnes malades dans une population, le taux de létalité, c'est-à-dire la proportion de personnes qui décèdent parmi les personnes malades. Donc, pour évaluer notre transmission, c'est-à-dire la prévention, on regarde le taux d'attaque, c'est-à-dire dans une population, quand le nombre de personnes malades augmente, ça veut dire qu'il n'y a pas de prévention. Et pour regarder notre capacité de faire la prise en charge, on regarde le taux de létalité, c'est-à-dire que les personnes malades qui décèdent. Donc, je crois que c'est juste un essai parce que c'était tellement intéressant qu'il est impossible de faire un résumé de ce qui s'est passé. Donc, je vais passer la parole au professeur Didier qui va nous présenter la situation au Cameroun. Merci. À toi, Anastasse. Je voudrais d'abord remercier à nouveau les organisateurs et notamment Emmanuel pour avoir organisé ce webinaire et pour nous avoir associés. Donc, il m'a été demandé de présenter la situation au Cameroun. Je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour présenter ça, mais je signale que en tant qu'acteur du système sanitaire au Cameroun et cardiologue rattaché à l'unité COVID, ce sont des malades que nous voyons régulièrement. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est un peu les données du ministère de la Santé avec tout simplement un point de vue d'un acteur de la situation. Alors, diapositive suivante. Alors, je ne sais pas si Emmanuel me suit. Diapositive suivante. Oui, s'il te plaît, Anastasse, à la fin, tu vas nous faire aussi un petit point sur la prise en charge, étant donné que Dr Mesmer n'est pas là. Je crois que Mesmer nous a déjà rejoint. Avec plaisir. Alors, il nous a rejoint ou pas? Mesmer, est-ce que tu es connecté? En tout cas, s'il nous a rejoint, donc il en parlera. Diapositive suivante. Oui, Anastasse, tu veux présenter tes diapositives? Peut-être tu peux partager ton écran. Ok, donc je partage mon écran. Donc, comme ça, tu peux arrêter donc, de partager le tien. Et vas-y. Moi, je vais comme ça présenter. Donc, voilà, donc pour ce qui concerne l'infection au coronavirus au Cameroun, alors il faut dire que le premier malade
SARS-CoV-2 a été diagnostiqué le 5 mars 2020 et ceci était déjà à peu près 3 mois depuis le début de l'épidémie qui s'est déclenchée en Chine, comme les autres orateurs l'ont dit. Je pense que j'ai beaucoup profité de la présentation de Yolande et celle de Emmanuel qui ont largement balisé le chemin. Alors, 25 janvier 2021, donc il y a quelques jours déjà, nous avons 29 617 cas qui sont confirmés. On a 462 décès, ce qui fait un taux de létalité autour de 1,7%. Alors, dès le début, dès que le premier cas a été diagnostiqué, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, dont la mise en alerte d'une structure chargée de gérer la pandémie, ce qu'on a appelé le Conseil national des urgences en santé publique, qui est une structure qui n'existait pas avant et qui a donc été créée vraiment pour être le cerveau de la prise en charge des infections à coronavirus, tant sur la prise en charge des cas que sur la prévention. L'acquisition des moyens de dépistage a été faite aussi assez rapidement. Les laboratoires ont été dotés d'une capacité pour le diagnostic. Mais je dirais qu'au départ, ça a été uniquement le Centre Pasteur et que les autres laboratoires sont arrivés un peu plus lentement dans la prise en charge, ce qui a causé un peu des difficultés dans le diagnostic au départ. Alors, il y a aussi une réhabilitation d'un centre d'isolement qui au départ était destiné aux malades d'Ebola, et notamment ici à l'hôpital central de Yaoundé. Et puis, je dirais qu'il y a aussi eu mise sur pied d'un système de surveillance des passagers entrant sur le territoire camerounais, dont au niveau des aéroports, ça a été mis en route assez rapidement, même si je dois dire qu'il y a eu des difficultés, parce qu'en réalité, les patients n'ont pas toujours été, ou les voyageurs n'ont pas toujours été disciplinés, ce qui a permis le passage assez rapidement dans la communauté. Alors, les mesures gouvernementales après la détection des premiers cas ont été de deux types. Donc, premièrement, les mesures générales de contrôle de la pandémie qui ont consisté à la fermeture des frontières des établissements d'enseignement public et privé, des établissements de loisirs dès 18 heures. Il y a eu également la réquisition de certains établissements hospitaliers privés, des hôtels, des logements sociaux pour confiner les passagers. Je dois dire que là aussi, dans la mise en route, il y a eu des failles qui ont encouragé le passage du virus dans la communauté. Mais en réalité, ces mesures-là étaient des mesures très salutaires. Alors, la prise en charge des patients a été d'emblée décrétée positive, gratuite dès le début. Et nous avons adopté un traitement antiviral, notamment donc l'association hydroxychloroquine azithromycine. Ça peut se discuter, mais c'est ce qui a été adopté assez rapidement, associé à d'autres mesures comme voilà, l'oxygénothérapie, le traitement anticoagulant, le traitement des autres facteurs de risque, et notamment l'association avec le zinc. Et donc, de façon progressivement, des centres de prise en charge, notamment les hôpitaux, les autres hôpitaux, le stade militaire, des supermarchés ont été comme ça réquisitionnés pour participer à cette prise en charge des patients au fur et à mesure de l'importance de la pandémie associée ici aux données épidémiologiques. Alors, les laboratoires de dépistage ont été dans un premier temps focalisés sur la PCR, et ce n'est qu'un peu vers quelques semaines après que les tests rapides ont été introduits dans la difficulté d'avoir les PCR et la prise en charge au domicile des patients ayant une maladie légère ou alors les cas asymptomatiques a été également associé assez rapidement. Puis après, on est arrivé à un moment où il fallait absolument décentraliser la prise en charge pour passer au niveau du district de santé, surtout à un moment où au Cameroun, on parle beaucoup de décentralisation. Et donc, le diagnostic et la prise en charge ont été comme ça déportés au niveau des hôpitaux de district, ce qui a permis un peu de soulager les hôpitaux centraux et généraux qui étaient débordés.
Alors, les personnes concernées dans le dépistage au Cameroun ont été ce qu'on a appelé les cas suspects, c'est-à-dire les personnes qui présentaient des manifestations attribuables à l'infection à coronavirus. Nous avions comme ça dans chaque hôpital ce qu'on peut appeler un peu le score de détection qui était basé essentiellement sur le séjour en zone d'endémie et puis l'existence d'un certain nombre de symptômes pouvant évoquer la maladie. En dehors de ces cas suspects, les personnes dépistées, c'était également dans les cas contacts, c'est-à-dire des personnes qui ont été en contact avec quelqu'un qui a été infecté, et puis les voyageurs et les employés ou les étudiants, dont des personnes qui, du fait de leur position sociale ou de leur profession, ont pu être exposés. Alors, les tests utilisés jusqu'à maintenant, c'est donc la PCR. La PCR était moins répandue au départ, mais maintenant, on a quand même 17 laboratoires opérationnels dans 9 régions. Et jusqu'ici, on a pu faire au Cameroun à peu près autour de 177 000 PCR qui ont été analysés avec à peu près 6,8 pour 1000 habitants. Et les tests antigéniques ont été réalisés notamment à peu près autour de un peu plus, donc de l'ordre de à peu près 721 000 tests antigéniques ont été réalisés, ce qui fait à peu près 27,6 pour 1000 habitants. Vous voyez un peu ce que ça peut représenter comme proportion de testing par rapport à ce que Emmanuel a dit tout à l'heure. La remise des résultats jusqu'ici se fait par un médecin et le délai est de l'ordre de 30 minutes à 1 heure pour des tests à diagnostic rapide qui sont faits au niveau des urgences, notamment au niveau des urgences à l'hôpital général. C'est fait assez rapidement. 24 à 48 heures pour la PCR et dans des souplis fermés. L'orientation, une fois que les gens ont ces tests-là positifs, ils sont orientés vers les centres de prise en charge, notamment pour les personnes qui ont des symptômes et qui risquent de pouvoir bénéficier d'une hospitalisation. Sinon, les autres, quand ils sont asymptomatiques, ils sont confinés à domicile et ils sont suivis avec notamment l'équipe de prise en charge COVID. Alors, la prise en charge à domicile ou en hospitalisation, il faut dire que la sélection des patients pour la prise en charge se fait en fonction de l'état du malade et de la présence ou non des symptômes, de l'examen clinique et de la possibilité ou non de confinement à domicile. Les cas éligibles pour le suivi à domicile reçoivent des conseils et des consignes pour le confinement à domicile, à savoir comment vivre à la maison avec les autres et éviter qu'ils ne soient contaminés, et des conseils pour le respect des règles d'hygiène corporelle, vestimentaire et des pièces occupées et la prise en charge des médicaments. Sur Douala, notamment, on a les centres de prise en charge à Yassa pour les logements sociaux ont été réquisitionnés pour le confinement et un certain nombre de malades acceptent quand même jusqu'ici d'aller dans ces logements sociaux et d'être confinés pour éviter la contamination de leur voisinage. Alors, en termes de prise en charge, je ne sais pas si Mesmer reviendra dessus. Je n'ai pas pu savoir s'il est vraiment connecté. Jérôme, est-ce que je dois continuer ou bien je m'arrête là? Oui, s'il te plaît, vas-y. Surtout qu'on est en train d'aller... Donc, en termes de prise en charge, le traitement médical pour l'instant au Cameroun est essentiellement, du moins ce qui est recommandé par le ministère de la Santé et qui est pratiqué, comme ça homologué et qui est pratiqué dans nos hôpitaux. C'est l'association hydroxychloroquine azithromycine qui est prescrite de manière, qui est recommandée de manière quasi systématique chez tous les malades, même si dans la pratique courante, certains praticiens prescrivent aussi un peu au cas par cas, associé à du zinc, parce que comme vous savez, le zinc est un élément qui peut booster la réponse immunitaire à la C pour la même raison et à la vitamine D également un peu pour les mêmes raisons. Associé également au traitement anticoagulant parce que très rapidement, vous savez que c'est une maladie pour laquelle nous avons tout appris au jour le jour. Au début, on ne savait pas la place du traitement anticoagulant et puis finalement, on s'est rendu compte que prescrire le traitement anticoagulant permettait d'éviter les complications graves et ça pouvait même réduire la mortalité et associé notamment à une bonne hydratation et à une alimentation équilibrée.
Le traitement pour les cas en hospitalisation, c'est les mêmes médicaments que la prise en charge à domicile, mais sauf que si le patient a besoin d'oxygène, eh bien, nous l'oxygénons. Et nous oxygénons assez rapidement que la saturation passe en dessus de 95%. Le traitement anticoagulant est quasiment systématique pour tous les malades hospitalisés. Le traitement des comorbidités, nous le faisons également, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, l'insuffisance cardiaque. Ce sont malheureusement comme ça les malades qui présentent vraiment les formes graves. Et je devrais ajouter ici la maladie rénale chronique et notamment nos patients hémodialysés qui présentent vraiment les formes graves. Alors, on peut éventuellement associer d'autres traitements en fonction des circonstances cliniques. Et donc, je vais terminer ici en disant que la situation de prise en charge au Cameroun au 20 janvier 2021, c'est 1110 cas actifs selon le ministère de la Santé publique, c'est 90 patients hospitalisés, c'est 14 patients qui sont sous oxygène. Et vous pouvez voir ici un peu la distribution de cette situation-là, un peu par région. Et naturellement, vous pouvez voir que le centre et le littoral sont les régions qui présentent le plus de cas. Je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment parce que ces centres-là sont les plus infectés. Toujours est-il que sur le plan démographique, ça plaide en faveur. Mais il faut également prendre en considération le fait que la majorité des tests sont faits quand même au centre et au littoral. Donc voilà ce que je peux dire pour la situation au Cameroun. Nous restons disponibles pour les suggestions et les questions. Merci pour votre attention. Oui, merci beaucoup, prof, pour la présentation qui nous a permis de gagner 10 minutes parce qu'il y avait 2 présentations en environ 20 minutes. Tu les as fait en 12 minutes. Merci beaucoup. Merci. OK, merci beaucoup. En fait, je ne vais pas faire de commentaires parce que c'était réellement un résumé. Et juste pour dire que nous sommes en train de tendre 30 000 cas au Cameroun et que 1,7% de ces personnes-là décèdent. Et que depuis le début de l'épidémie, on a réagi au Cameroun par la mise en place de mesures gouvernementales. Et on a progressivement mis en place les tests et on les a diversifiés pour que les tests les plus faciles d'accès soient mis à la disposition des populations. La prise en charge a commencé dans les centres spécialisés, mais avec le temps et avec la compréhension qu'on avait de la maladie, on l'a décentralisée au niveau des districts. Et puis, il y a déjà aussi la prise en charge communautaire. Il nous a présenté le package de prise en charge aussi bien communautaire chez les patients symptomatiques non hospitalisés que les patients hospitalisés. Donc, je crois que nous sommes en train de tendre aussi au Cameroun vers les mêmes indicateurs que dans les autres. Le seul paramètre que nous ne maîtrisons pas très bien du fait de l'insuffisance d'accès aux tests, c'est le nombre de nouveaux cas. Mais je pense que Douala et Yaoundé étant les villes les plus touchées, on est réellement proche du chiffre qui devrait être communiqué. Donc, je ne sais pas, je crois dans la question, le prof va donner plus d'explications. Donc, je vais passer la parole au prof Armand Mekontou qui va nous donner la prise en charge en France. Ok, donc je vais résumer de manière assez brève l'état en France en ce moment, en commençant par un petit point épidémiologique. Donc, il y a au total 3 millions de personnes qui ont contracté le virus en France pour 75 000 morts, avec une qui s'est faite en 2 vagues épidémiques, une au début de l'année 2020 et une autre à la fin de l'année 2020. Et pour prendre en charge ces 2 vagues, il y a eu 2 confinements sévères avec dans des restrictions de circulation assez extrêmes. Actuellement, on est sur une sorte de plateau, ou plutôt de faux plat ascendant, avec un nombre de contaminations assez élevé, de l'ordre de 20 à 25 000 par jour. Du coup, un nombre de patients hospitalisés qui est très important, de plus de 27 000, et plus de 3 000 patients en réanimation, ce qui correspond actuellement à plus de la majorité des patients qui occupent les lits de réanimation. Donc, une situation épidémiologique qui peut être
comprise comme stabilisée, mais qui est tout de même préoccupante. Alors, pour la prise en charge, le premier élément, c'est la prise en charge préventive, puisque la vaccination a débuté depuis la fin 2020. Et il y a à ce jour 1,5 million de personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin en France. Le problème principal qui semble se profiler, ça va être la disponibilité des doses, parce que la fourniture des vaccins par les laboratoires pharmaceutiques n'a pas l'air de suivre les promesses faites initialement. Ensuite, pour la prise en charge thérapeutique, elle s'est beaucoup simplifiée avec le temps, finalement, puisque un certain nombre de molécules qui avaient été proposées ont été progressivement disqualifiées par les essais cliniques. On a parlé précédemment de l'antiviral remdesivir, il n'est plus recommandé en France. On a parlé aussi de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine, qui était très soutenue notamment par le professeur Raoult de Marseille. Ces deux molécules ne sont plus recommandées. Du coup, il y a un traitement qui est essentiellement symptomatique, avec donc de l'oxygène, avec les modalités d'administration de l'oxygène qui ont été un peu affinées, et une grande utilisation à l'heure actuelle de l'oxygénothérapie haut débit, qui permet de délivrer des débits jusqu'à 60 litres par minute. L'idée principale étant d'éviter l'intubation de ces patients, parce que une fois qu'ils sont intubés, en général, le temps que prend la guérison du poumon est très important, de l'ordre de 3 semaines, et donc on a beaucoup de complications nosocomiales en réanimation. Donc de l'oxygène, soit de manière non invasive si on peut, soit de manière invasive si on est obligé d'intuber le patient. Et puis un traitement par corticoïde, puisqu'une étude anglaise a démontré que ça réduisait de 30% la mortalité. Et donc pas vraiment de traitement étiologique qui a été démontré. Pour finir, il y a beaucoup de travaux et d'énergie qui sont en train d'être mis en place dans ce qu'on appelle le long Covid, puisqu'un certain nombre de patients qui survivent au Covid, notamment des formes graves, présentent des symptômes au long cours, notamment de la sphère neurologique. Donc, la physiopathologie de ça n'est pas encore très claire. Ça constitue sans doute un défi pour l'avenir. Merci pour... Allô? Merci, prof. Merci, professeur Amand. Merci pour le résumé de la présentation. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'y revenir, sauf que on note que la situation en France est relativement plus préoccupante. Peut-être, ça dépend de l'accès aux tests et puis l'accès aux soins et la possibilité de se faire prendre en charge à moins, peut-être à 0 coût. On note que le traitement a évolué et est actuellement symptomatique, mais il y a une préoccupation, c'est qu'il y a des complications qui surviennent après et qui ne sont pas encore clairement documentées. Donc, merci beaucoup. Je vais passer la parole au docteur Christelle Kommotoy, qui va nous parler depuis le Québec. Merci. Oui, merci. Bonjour. Emmanuel, tu peux passer à la diapositive suivante, s'il te plaît. Donc, oui, ben merci pour l'invitation, Emmanuel. On m'a demandé de parler de la prévention de manière globale et surtout brève. Donc, c'est ce que je vais faire sur 2 diapositives. Ce qui est intéressant quand on passe en 4e position, c'est que, ou en 5e, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà couvert beaucoup d'aspects, ce qui fait que je pense que ça va être simple et quand même assez rapide. Les éléments qu'on prend en considération pour la prévention sont de plusieurs ordres, mais je vais m'attarder peut-être sur les éléments en lien avec l'histoire naturelle de la maladie. Donc, le mode de transmission, on a parlé déjà de la transmission par gouttelette, donc sur une distance relativement courte, mais éventuellement aussi par aérosol, surtout dans des interventions qui génèrent les aérosols, comme par exemple dans les procédures dans les unités de soins intensifs. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la période d'incubation. En une phrase simple, c'est la période qui s'écoule entre le moment où le patient, où la personne est contaminée et l'apparition des premiers signes et des premiers symptômes.
Et cette période d'incubation a été, avec ce qu'on sait de la maladie, la période d'incubation maximale est de 14 jours. Donc, on a tenu compte beaucoup de ces 14 jours-là. Ça revient beaucoup dans plusieurs éléments de prévention que vous allez entendre. Et la troisième chose qu'on a pris en considération, c'est la contagiosité. Donc, de ce qu'on sait de la maladie est surtout contagieuse à partir de 2 jours avant le début de symptômes, donc 48 heures avant le début de symptômes. Et la durée de la contagiosité dépend je dirais, de la gravité de la maladie. Pour les cas simples, on considère qu'au bout de 10 jours, le patient est guéri, considéré non contagieux. Mais pour des patients, par exemple, qui ont des maladies graves nécessitant d'être hospitalisés, ou encore pour des patients qui sont immunosupprimés et donc qui vont avoir une excrétion virale plus longue, la période de contagiosité va être étendue. Elle peut aller jusqu'à 21 jours et parfois même jusqu'à 28 jours. Donc, tous ces éléments ont été pris en considération dans les éléments de prévention qui ont été mis de l'avant. Ce que je n'ai pas mentionné ici, peut-être que je parlerai de ça un peu plus tard lors des prochaines présentations, c'est que les éléments de prévention en santé publique, on doit toujours tenir compte de la faisabilité, de l'acceptabilité aussi sociale et des impacts, en particulier les impacts négatifs, ce qu'on appelle les effets pervers, comme les impacts psychosociaux ou encore des impacts économiques. Donc ça aussi, ça rentre dans la balance. Ceci dit, je vous ai fait un tableau qui résume un peu les différentes méthodes de prévention. On a tablé sur des interventions en prévention primaire pendant lesquelles surtout on veut empêcher que les gens ne soient en contact avec le virus. Donc, on est vraiment le plus en amont possible pour empêcher le contact avec le virus. Ça se fait au niveau de l'individu, mais aussi au niveau de l'environnement. Donc, pour ce qui est de l'individu, on a beaucoup parlé de l'hygiène des mains avec le lavage, avec de l'eau et du savon ou encore l'utilisation de solutions hydroalcooliques. On a parlé de l'hygiène respiratoire. Dans le début de la pandémie, avant qu'il y ait des masques, on demandait aux gens de tousser dans leur coude, de s'assurer que même s'ils toussaient dans un mouchoir, ils se séparaient du mouchoir de manière sécuritaire. Puis après, on a pu avoir davantage de masques pour la population. Il y a différents types de masques. Les masques dits de procédures ou chirurgicaux qui sont utilisés pour la majorité des gens, ou des masques avec un pouvoir filtrant plus important qu'on va retrouver, par exemple, dans les unités de soins intensifs ou d'autres milieux plus à risque. Et autre chose chez l'individu, c'est la distanciation physique. Là aussi, on en a parlé, ça peut être différent selon les juridictions, selon les pays. Ici, au Canada, on a opté pour 2 mètres, mais je sais qu'ailleurs, c'est 1 mètre, 1 mètre 50. Il n'y a rien de très, très exact dans tout ça. Je pense que chaque juridiction fait un peu de son mieux avec les connaissances qu'elle a. Mais ce qui est certain, c'est que la distanciation physique, plus elle est grande, mieux c'est parce que justement, les gouttelettes ne couvrent pas une grande distance. Donc, si on arrive à se séparer les uns des autres, on est vraiment, c'est le mieux qu'on puisse faire. Ensuite, au niveau de l'environnement, on a rehaussé le nettoyage et la désinfection, surtout des surfaces qu'on touche actuellement dans les surfaces appelées high touch. Puis ça a été aussi bien dans les milieux de soins que dans les milieux communautaires, donc dans les maisons, on a rappelé aux gens de pouvoir nettoyer les poignées de porte, les téléphones, les ordinateurs, tout ce qu'on touche de manière fréquente. Dans l'environnement aussi, on a mis en place des modalités de séparation physique, par exemple dans les entreprises, les manufactures, le fait d'utiliser des plexiglas pour séparer les ouvriers, tout ça, ça a été mis en place dans les écoles, le fait de séparer les élèves, de mettre en place des petits signaux pour indiquer comment on devait se déplacer, puis à quelle distance on devait se mettre. Et le dernier élément, c'est la ventilation qui a fait couler beaucoup d'encre parce qu'on ne savait pas trop quel était l'impact de la ventilation. Maintenant, on en sait un peu plus. Donc, on préconise de ventiler autant que possible les locaux. On fait même maintenant des prélèvements de dioxyde de carbone à l'intérieur des locaux pour essayer d'avoir une idée de la ventilation dans certains locaux. Donc, on a commencé à beaucoup travailler aussi là-dessus. Maintenant, pour ce qui est de la prévention secondaire, c'est une fois qu'on a été en contact avec le virus, qu'est-ce qu'on fait pour éviter la transmission secondaire, pour éviter d'avoir des cas secondaires?
c'est là qu'on entre vraiment dans toutes les stratégies de contact tracing, donc identification, isolement des cas. Alors, au niveau individuel, la première chose qu'on met en place, c'est des interventions de détection rapide. Alors, on peut détecter quand la personne est symptomatique. À ce moment, on parle plutôt de diagnostic, ou alors ce qu'on veut, c'est détecter quand les gens sont asymptomatiques, on fait du dépistage, parce que c'est à ce moment-là qu'on a le plus de chances de vraiment arrêter la chaîne de transmission. Donc, ce sont des interventions qu'on a mises en place assez rapidement et sur lesquelles on fait beaucoup d'efforts. On essaie de détecter rapidement les cas, on les isole. La majorité des cas sont isolés, comme on l'a dit tantôt, à domicile parce que c'est des cas quand même légers et surtout quand c'est asymptomatique. Donc, il y a un suivi qui est fait par téléphone auprès des gens pour s'assurer qu'ils respectent les conditions d'isolement. Ensuite, il y a toujours la quarantaine et le dépistage des voyageurs. Donc, ça, on en a déjà parlé. Je pense que je ne vais pas insister là-dessus. C'est un peu pareil partout. Et enfin, la vaccination. La vaccination ici aussi a débuté. Et comme l'a mentionné la personne qui a parlé juste avant moi, je pense qu'on est tous un tout petit peu déçus par ce qu'on a entendu de la capacité de Pfizer et puis des autres compagnies à fournir des vaccins. Et dernier élément dans la collectivité, l'identification et l'isolement des contacts. Alors, une fois qu'on a une personne qui est malade, qui a été détectée, on fait une recherche de ses contacts. La recherche se fait pendant la période de contagiosité de la personne. Donc, quand la personne est supposée être contagieuse, qui est-ce qu'elle a rencontré, où, comment, c'était quoi les activités. Donc, il y a une évaluation du risque qui est faite. Et ces contacts on prend contact avec ces personnes-là et on les isole, on les teste justement pour éviter une deuxième et troisième génération de cas positifs. On a aussi recommandé dans plusieurs milieux la surveillance des signes et symptômes pour pouvoir justement détecter rapidement. Par exemple, dans les écoles, on a fourni des listes de symptômes dans un langage assez clair, assez vulgarisé pour que tout le monde comprenne c'est quoi les symptômes à surveiller, qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez des symptômes. Donc, ça permet aussi de faire une détection rapide et d'isoler ces cas-là. Et dernier élément, c'est le dépistage de masse. Ça, on l'applique de différentes façons. Première façon qu'on fait, c'est souvent dans des contextes d'éclosion. Donc, quand on est dans un milieu fermé ou un milieu qu'on est capable d'identifier, on a 2 cas. La définition d'éclosion, c'est souvent au moins 2 cas à l'intérieur d'un certain espace de temps. À ce moment, on fait un dépistage de masse, un dépistage élargi pour aller chercher des cas secondaires qui seraient passés inaperçus parce qu'ils seraient asymptomatiques. Et donc, ça permet aussi de contrôler les éclosions puis de contrôler la transmission secondaire. Le dépistage de masse peut aussi se faire de manière sériée, comme par exemple quand il y a un risque continu pour des travailleurs, par exemple, qui viennent tous les jours au travail, on peut dans certaines situations décider de les dépister de manière sériée tous les 7 jours, par exemple, qui est en général la période d'incubation moyenne pour s'assurer aussi de les détecter rapidement et de les isoler rapidement. Donc, grosso modo, c'est un peu ça, l'ensemble des méthodes de prévention qui ont été mises en place puis qui devraient être mises en place. Je vais terminer en disant que ce n'est pas juste une méthode qui fonctionne, c'est vraiment plusieurs méthodes. C'est multifactoriel. On ne peut pas s'attendre à ce que, parce qu'il y a beaucoup de discussions au sujet des masques, au sujet de la vaccination, au sujet de plein de choses. On pourra en reparler plus tard. Mais c'est vraiment un ensemble de mesures qui doivent être mises en place pour fonctionner. Une seule mesure ne fonctionnera pas et ou fonctionnera moins bien ou encore fonctionnera pendant une certaine période et ne fonctionnera plus ou encore fera perdurer les éclosions et la pandémie au-delà de ce qu'on voudrait. Donc, j'espère ne pas avoir dépassé mon temps. Puis, de toute façon, il y avait déjà beaucoup de choses dites et je vous remercie de votre attention. Merci, Christelle. Merci beaucoup. Je crois que c'était très bien résumé en 2 slides et très bien commenté. Donc, on comprend qu'il y a des mesures de prévention qui sont individuelles, collectives, n'est-ce pas? Et que ces mesures sont pour la prévention primaire, c'est-à-dire empêcher la transmission de la maladie, et la prévention secondaire, c'est-à-dire pour les personnes déjà malades, comment on fait
pour limiter leur évolution vers la maladie ou vers les complications. Donc, merci beaucoup, Christelle. On a assez appris et je crois comme Emmanuel l'a dit, il y aura une session sur la prévention et je crois qu'on pourra avoir une opportunité de revenir sur ces points-là. All right, thank you, Dr. Ateju. I don't know if I'm being heard by everyone. So again, I want to say good afternoon, good morning, good evening, wherever you are. I know this is a global webinar. I want to start by a quick synopsis of what I'll be talking about. I will start with what is a vaccine, types of vaccine, COVID-19 vaccine, and I'll give a journey of the mRNA vaccine from inception to getting an EUA appellation. I know that the audience is made of people from different backgrounds and different skills and knowledge. So I'll try to break it down as much as possible so that if my mother was on this conference, she'll be able to understand what her dear son is talking about. So before I begin, I want to mention two things. The first is that I have conflict of interest in some of the things I'll be presenting here today, but I'll do my best to make it unbiased. I have conflict of interest with Moderna. I am an investigator with their vaccine. I also have conflict of interest with the Sanofi Glasgow COVID-19 vaccine, which was to begin phase 3 in January, but was postponed sometime in April because of poor phase 2 results. And I also have conflict of interest with Medicago, which is also researching a phase 3 vaccine starting next week on February 4th. I have a contract with them and a contract with the FDA. Again, I'll do my best to make sure I am unbiased with my presentations. The next thing which I want to mention is that emergency use is an appellation or an authorization. At this very moment, January 30th, 2021, no drug or vaccine has been approved. Those that are being used out there are being used by individual physicians, consensus by a group or national policy. We are still working towards getting an approved treatment, be it medication, be it vaccines. So what is a vaccine? I got this definition of a vaccine online, surprisingly, from the CDC website, which no one can think will still be having this type of definition. They define a vaccine as a product that contains the same germs that causes a disease, but they have been killed, they mean the germs, so as to be weakened, not to be able to cause the disease. This definition is obsolete in 2021. This definition is more for dead vaccine or attenuated vaccines. And in 2021, we have moved several miles away from that, although we include them in the vaccines arsenal. So I'll define a vaccine in 2021 as a product which helps the body to mobilize its immune response against invading organisms. It can be a bacteria, it can be a virus, but it just tells the body it's time to act, it's time to defend me. It does not have to absolutely be an attenuated or a dead virus. It can be anything, and we'll come to see that. Next slide, please. So there are different types of vaccines. We all know about live attenuated and whole inactivated vaccines. Again, as I said earlier, we are moving far away from those vaccines to the point where now we have genetic vaccines, virus-like particles, viral vector vaccine, and protein subunits. And we have COVID vaccines from almost each of these groups. We'll come to see the details. Next slide, please. So when you hear of the next generation vaccines, that's where they talk about the genetic vaccines and the viral vector vaccines. So the genetic vaccines may either be an RNA vaccine or a DNA vaccine. Like my expert colleague, Dr. Yolande said earlier,
There is this misconception about genetic vaccine. Some say it will modify your genetic setup. I was not only surprised, but shocked when a South American president openly said that anyone taking a genetic vaccine should blame themselves if they turn into a chimpanzee. Can you believe that? He went further to say that if women take genetic vaccines and they develop beards, it's all of their own fault. That just tells how much misconception about genetic vaccine is out there. And it falls back on us, healthcare professionals, to educate the world about this new brand of vaccine, this novel technology, so they can better understand that the world have moved forward and the world have found new ways to solve unsolvable problems. Viral vector vaccine is another important one, which we'll come to see. Then the conventional vaccines may be protein subunit vaccine. We'll come to see that. And the virus-like particle vaccine, which we'll also come to see. The world, if someone tells me that the world is terrible nowadays, I'll tell you, no. The world has become very exciting. Exciting in terms that we have a terrible disease, but science has become smarter than ever before. We do not yet have a solution. We do not yet have a fix, but science is on top of it. I think science will never sleep until we find a solution. Next slide, please. So let's now look at COVID-19, the pandemic of the 21st century. As I said earlier, and I tried to put the effectiveness and the number of doses of the different vaccines on this slide so that we can better understand. There are at this point 2 genetic vaccines, which are all mRNA vaccines. Again, Dr. Yolan and all the previous speakers spoke to some extent about this type of vaccines, which is not only an exciting thing to happen, but if it solves COVID-19 pandemic, it will go far and beyond to solve many other world pandemics, many other world infectious problems. So Pfizer and BioNTech conducted their research and they found that their vaccine is 95% effective. And Moderna, which came about 1 week behind Pfizer, in collaboration with the NIH, found that their own vaccine is 94.5% effective. And that is one thing. Another thing is that it prevents severe COVID infection 100% of the time. Isn't that exciting? That's why I think we are living in exciting times. We are not only living in sad times, because science is on top of it. And these 2 vaccines can come in 2 doses. With Pfizer, you can get dose 1, and 21 days after you get dose 2. While Moderna, you get dose 1, and 28 days after, that's on day 29, you get dose 2. You also have the viral vector vaccines, which are the AstraZeneca vaccine, which is 70% effectiveness, 2 doses, the Johnson & Johnson vaccine, which was just released as regards to its data, and it showed also a 70% effectiveness at 1 dose. If I may have to say something here, I am of the opinion Johnson & Johnson may increase its vaccine effectiveness by giving 2 doses. If you read their protocol, you realize there is room for a 2nd dose. And I'm thinking that they will likely do that at some point to make it to par with the genetic vaccines. By this, I mean Moderna and Pfizer. Then the Sputnik 5, which is the Russian brand, is 50%. Sometimes it's more than 90%. So the available literature is not much made public. So I'm not very sure about the details of this vaccine.
So what is a viral vector vaccine? AstraZeneca, Johnson & Johnson, and Sputnik 5, they use an inactivated virus. AstraZeneca use a virus that can infect human but doesn't cause disease, while Johnson & Johnson use a chimpanzee adenovirus, and Sputnik use 2 different types of adenoviruses. But the one thing, when in a viral vector vaccine, you can use a virus that has a replication potential, meaning that when the virus carries the genetic particle and it gets into your body, it replicates itself. And that replication is served is served like an adjuvant. While there are other virus vector vaccines which do not replicate. The next type of vaccines are the protein subunits. You have Novavax, which is a protein subunit vaccine, and it also just released its initial data with an 89.3% effectiveness, 2 doses too. Then Sanofi GSK, which I just told you I have conflict of interest with, is yet to begin. It was to start in January of this year, but has been postponed because of poor phase 2 results. And the third one is even more exciting. Has anyone ever heard of a vaccine that came from plants? I think very few people, but yes, it has gone to the point where they can now make vaccine from plants. So Medicago, sorry, there's a typo, there's not Mediago, it's Medicago, is a company based in Quebec. I don't know if there's anyone here from Canada, but it's a company based in Quebec that is manufacturing a plant-based vaccine. So they extracted the viral particles from a plant called Nicotiana benthaminia. So they used that particle as a stimulant of the immune system. Believe me, in phase 1, they had 100% reactogenicity. I beg your pardon, immunogenicity. So every subject who received this vaccine mounted an immune response. If it's not exciting to anyone, it's very exciting to me. So genetic vaccines are exciting. Then when it comes to making a vaccine out of plant, it breaks the record of excitement. So the world is going through exciting times, not just pandemic moments. Then you also have the live attenuated vaccines. I did not find any company that is manufacturing such a vaccine. Of the 120 vaccines that were already in preclinical study in May of last year, I didn't find a single that was live attenuated. Then the final vaccine is inactivated vaccine, and that one is the China vaccine by the company Sinovac. It has a 50.4 effectiveness. Let's talk about the case of Cameroon, because all these vaccines, some of them will not fit the Cameroon situation. What I think is that Cameroon has a more likely chance of getting the viral vector vaccine from AstraZeneca because of certain things that fits the Cameroon situation. But I heard the other day, the minister said that Cameroon at this time, due to its epidemiologic situation, does not need a vaccine. But Cameroon healthcare experts are watching closely what is happening in the Western world. And in the next few months, they will decide. I think that was a very logical environment, a very logical thought, because Cameroon is different with other parts of the world. And Cameroon has to act. At best, it fits Cameroon. So I definitely agree with the minister that Cameroon may need to stand back and see what happens, then decide for what fits Cameroon well. Next slide, please. So how did this journey towards an mRNA vaccine begins? It all began in Wuhan.
in December of 2009, when the first case of COVID-19 was found. So the one good thing that the scientists did was that they identified the genetic material of COVID-19 and published it on a public database called virological.org. Then, scientists at the NIH, Dr. Colbert and Dr. Graham, identified, they were already working on coronaviruses. They were already working on coronaviruses. So now they turned their attention, using the knowledge that they already know about coronaviruses, they turned their attention towards COVID-19. And they use its RNA to manufacture an mRNA. Next slide, please. Then comes Moderna, that began collaborating with the NIH. Then comes Pfizer, which began collaborating with biotech to develop the first mRNA vaccine that will go to the FDA desk seeking for approval. There are different phases of research that these vaccines had to go through. There is a basic science phase, which happened for the Moderna case, it happened at the NIH. It was a very fast phase, not like other vaccines where you have to start by manufacturing the organisms that will end up becoming or developing the protein for the vaccine. In the case of Moderna, it was all developed without any direct contact with the virus. So that's one reason why the vaccine was developed relatively faster. Then you go now, after preclinical study, you go into phase 1, phase 2, and phase 3. It appears to me that Cameroon will likely get into the vaccine at the stage of phase 4, which is the post-marketing phase. That's where Cameroon will likely come in. After Moderna and Pfizer had done their work, had done all the clinical researches, they now applied for emergency use authorization. Again, it's an authorization, not an approval. I think the first vaccine for COVID-19 will likely be approved beginning March of 2021. So we are likely 5 weeks away for approval because we have so far, in the case of Moderna, already collected 6 months worth of data. And at this stage, we are now doing data cleaning for the data to be analyzed and will be submitted to the FDA for full approval. That is when the vaccine becomes available to anyone who wants to get it, not just in an emergency situation. But the world right now is in an emergency situation because the pandemic in and of itself is an emergency. Many people, and that's where a lot of fake news comes in. How can you start developing a vaccine with the first human study that began on March 16th? The first person that was enrolled in the Moderna study was on March 16th of 2020. And an EUA was approved in December of 2020, less than a year. So many people, including healthcare professionals, are asking, why so fast? It's so fast for several reasons, and I'll tell you some of these reasons. Number one is the overlapping phases. While we're in phase 3 of the study, they were still to complete phase 2. While the study was in phase 2, they were still to complete phase 1. So there was enough safety data to help these companies overlap the phases and make it faster. While in other clinical researches, you want to complete the safety phase, which is phase 1, the efficacy phase, phase 2, and the efficacy and safety phase, phase 3. You want to complete them individually before you move to the next phase. But with the mRNA vaccine, due to its significant safety, they were able to overlap phases. There was a lot of money available for this research. In a clinical research, the company wants to go out there to raise money. It takes a long time for people to buy shares.
to raise money. But the American government provided enough money. The American government bought the vaccines even before the research were completed. So money wasn't a problem. And there was the Operation Warp Speed, which is a multi-agency agreement between the Health and Human Service and the Department of Defense. They provided everything that the different sites needed to conduct their study. There was a lot of volunteers that were available. When you want to conduct a phase 3 study, for example, and you need 30,000 subjects, most of the time, within the first week, if you are lucky enough, you will get 100 subjects. But for the case of the COVID-19 vaccine, before day 1 of the phase 3 study, at my site, I already had 430 people who already registered. And nationwide in the United States, after week 1, we had about 5,000 enrolled subjects. So there was availability of subjects. There was no time to wait. And we enrolled enough subjects to the point where I had to let go many more people who wanted to become subjects in this research. And believe me, even today, people are still calling. They want to become subjects. So availability of volunteers made this research to go at lightning speed. Then the mRNA vaccine is easy to produce. You don't need to grow any yeast. You don't need to grow any virus to use in developing your vaccine. You just need the genetic code and you manufacture it in the lab. What a wonderful world. Next slide, please. Let's talk a little bit about Cameroon. And what we'll be talking about Cameroon is not Cameroon specific, but I just want to attach it to Cameroon so that let the sun shine above Cameroon. Any technology never succeeds if the society doesn't want it to succeed. Let's use an example. Does it make sense to buy an iPhone 11 and give it to your father in the village who is used to his flip phone and you allow him to learn it on his own? Believe me, your investment on the iPhone 11 is an investment that has been flushed down the drain. You need to train your dad who has never used an iPhone 11 before how to use it. So there must be a good technology society fit. So technology never uses itself. It has to be used by humans. Technology will stay on the shelf and expire if humans do not use it. So humans have to understand the technology for them to be able to use it. So for this vaccine to be adequately used, the population needs to understand what it's all about, how it will help them. One thing that Operation Warp Speed might have left behind was that we rushed towards developing the vaccine and left behind developing the mind of those who are going to use it. So now we are trying to develop their mind while the technology is sitting on the shelf waiting to be used. What are the forces that impact somebody, that impact a society usability of a technology? They need information. They need knowledge. They need to understand how the technology works. Sometimes it's just because there are norms, beliefs, and values. I can tell you up front, we had some difficulties enrolling African Americans because of their norms, beliefs, and values, and other things. African Americans always reminded us of the Tuskegee trial. It's a trial on syphilis that occurred around the 1930s, 1970s. That enrolled African Americans and stopped them from getting treatment just to look at the pathophysiology and treatment of syphilis. And because of that, their belief in vaccines, in science, has been ruined. So, but we still have time to change that belief. We still have time to tell them that research has changed, and some of the changes came from what happened in Tuskegee. People also have to know how useful the technology will be to them.
and they have to be ready to use it. Then what about the technology itself? There are forces that impacts the technology. The government, like what the minister said the other day, I agree with him. For Cameroon, should be Cameroon approach. I definitely agree with him. But we need to know that the government affects the usability of a technology. Is the technology profitable? And what is the nature of the technology? So these are some of the things that the Cameroon society needs to start looking at, learning from the Western world. If the vaccine is to come tomorrow to Cameroon, let me say the minister decides that we will order 10 million doses of the vaccine. Are the people ready to use it? So we need to also begin, if we forecast that the vaccine will one day get to Cameroon, we need to begin by educating the people, the society, to accept the value of a vaccine, and specifically the value of this vaccine. Because Cameroon has no money to waste. We don't want a vaccine that will not be used, a vaccine that will stay on the shelf. Our society needs to be ready to use it before it gets home. So thank you. I think that's the end of my presentation. Yeah, Professor Ateje, I'm done. Okay, merci beaucoup. Merci, Valentine. Many thanks for your presentation. It was very interesting. We learned a lot from what you presented. And I think from there, even who are working in the Ministry of Health, we have to share what you are saying with those who are involved in the process of deciding when and how to use the vaccine. Donc, je vais dire merci à Valentin et juste dire que je ne vais pas y revenir beaucoup parce que c'était une présentation transversale, c'est-à-dire qui allait aussi bien aux scientifiques qu'aux participants. Donc, nous-mêmes, on a assez appris. Donc, pour dire que j'ai aimé sa définition de la vaccination, c'est-à-dire c'est le fait d'introduire dans votre corps, n'est-ce pas, quelque chose qui mobilise la défense par rapport à un germe précis. Donc, ce n'est plus la définition a évolué avec la COVID parce qu'avant, la définition était assez simpliste. Mais avec la COVID, on a dû briser certaines barrières pour y aller. Il a présenté les vaccins qui sont actuellement utilisés, en commençant par le vaccin de Pfizer et de Moderna qui ont une efficacité de 95% pour l'un et 94,5% pour l'autre. Et il y a d'autres vaccins comme celui de Johnson qui en une dose a 70% d'efficacité et celui d'Astra qui est à 70%. Et il pense que si celui de Johnson va à 2 doses, il aura une efficacité meilleure. Donc, il nous a présenté aussi un vaccin qui est assez innovant où on utilise les plantes et qui à la phase 1. La phase 1, c'est, je ne sais pas, qui à la phase 1 a une efficacité de 100%. En fait, une réponse immunitaire de 100%. Je voudrais dire que pour que vous compreniez, le médicament, quand il entre sur le marché, il a plusieurs phases. Il y a une phase avant qu'on aille chez l'homme. Cette phase-là a été rapide parce qu'il y avait déjà des connaissances sur le vaccin. Et quand on commence à aller chez l'homme, il y a 3 phases. La première phase où on voit si la personne répond, en fait, si le vaccin ne cause pas les dommages aux personnes. La deuxième phase, on regarde l'efficacité, c'est-à-dire est-ce que ce vaccin marche. Et la troisième phase, on regarde si le vaccin marche et est sécurisé avec une bonne partie de la population. Donc, avec ça, nous pensons que nous avons assez appris et ils pensent que nous aurons peut-être, au vu de notre situation épidémiologique, besoin du vaccin quand le vaccin sera déjà à la phase 4. La phase 4, c'est quand le médicament a fini sa phase 3 et où on est en train de tester le bénéfice attendu de la vaccination. Donc, c'est en ce moment que nous pourrons entrer. Et ils pensent aussi qu'on a développé le vaccin sans développer la perception des gens par rapport au vaccin. Et il faudrait qu'on prenne ça en compte chaque fois qu'on développe un vaccin et que nous devons commencer à travailler sur la perception des vaccins, la perception par rapport au vaccin pour que les gens aient accès au vaccin. Donc ça, c'est un résumé global que je vais faire. Je vous remercie. Je remercie beaucoup pour la qualité de la présentation depuis le début de la soirée.
vous m'avez proposé de faire des fake news sur le coronavirus. Or, on a vu tout à l'heure que ce soit la virologie, l'épidémiologie. Et Valentine vient de nous présenter un très très bon sujet sur les vaccins. À chaque étape, on retrouve des fake news. Ce qui fait que si on devait faire les fake news sur le coronavirus, ça nous prendrait autant de semaines et autant de jours que ce que nous on va voir tout à l'heure dans les diapositives. Je ne suis pas un communicant, je suis un médecin. La notion de fake news, malgré le temps qui est serré, il faut le définir parce que par la suite, on verra l'impact que ça doit avoir. C'est un mot qui a été utilisé, je pense, en 2010 par des Anglais ou des Américains, ils se discutent entre eux, mais qui est devenu le mot de l'année en 2016 quand il y a eu le Brexit. C'est-à-dire que les gens, on a commencé à dire des choses qu'on peut traduire en français par la post-vérité. Et l'OMS, dès le mois de février, du début du Covid, il va proposer un thème que vous allez retrouver dans toute ma présentation, qui s'appelle l'infodémie, excusez-moi, qui est la propagation sur Internet d'informations trompeuses ou erronées pendant un événement à l'échelle mondiale, le cas de la pandémie. Et on se retrouve avec surabondance, ça va très vite les diapos, peut-être que c'est moi qui devrais les gérer. Tu peux retourner un peu? Oui. Donc, cette surabondance d'informations, que ce soit en ligne ou hors ligne, et avec des tentatives délibérées de diffuser des informations hétérogènes qui sont très souvent erronées, vont entraîner des implications à la fois psychologiques et même physiques ou mentales chez les individus. Ça veut dire que la définition de l'OMS de la santé, qui est un état pas seulement physique, mais aussi intellectuel, physique et moral, pardon, s'associe avec ces fausses informations qui se sont diffusées très très largement dans la population. Et en Afrique, on a l'OMS Afrique au mois de décembre a mis en place l'Alliance pour la riposte contre l'infodémie, ce qui était le cas déjà pour l'OMS au niveau mondial depuis le mois de février avec ce qu'on appelle les GAFA. Diapositive suivant. Les gens ont toujours dans la vie produit et diffusé les informations. Ça, c'est l'être humain. On trouve même les traces de ces diffusions à l'époque, des Grecs et compagnie. Et souvent, par des motivations qui sont soit économiques, soit idéologiques, soit politiques, soit ludiques. Ça, c'est très classique. J'ai mis ici en rouge un élément qu'il faut retenir dans cette diapositive. Ce qui a marqué le pas et ce qui a marqué la différence avec le Covid, c'est le fait qu'aujourd'hui, avec les spécificités technologiques et industrielles du nouveau système que nous avons, c'est-à-dire que le rôle des algorithmes, le ciblage de l'information, la capacité de manipulation des documents numériques, les formes narratives courtes et la chasse au clic, on s'est retrouvé avec une multitude d'informations, une sorte de bulle dans laquelle les gens se sont enfermés progressivement avec la propagation de la maladie et on ne s'entendait plus, on ne s'écoutait plus. D'ailleurs, l'idée d'organiser cette webinaire est venue du fait que nous avons plusieurs sites, quelques sites de discussion, soit de promotion, soit des associations dans lesquelles on se retrouve et qu'on ne se comprend pas, que ce soit depuis le début de la maladie jusqu'aujourd'hui, à cause de cette spécificité technologique des réseaux sociaux. Il y a quelques années, avec Internet, c'était des échanges de A à B. Aujourd'hui, ce sont des bulles ciblées qui... Chacun reste dans son camp et c'est la particularité de ces fake news qui se sont énormément propulsés et sont énormément diffusés avec le temps. Et, diapositive suivante. Et depuis le début, donc pourquoi les gens pourquoi autant d'informations, pourquoi autant de fake news? Parce qu'au départ, dans la maladie, il fallait pointer les coupables. Donc, dès l'origine du virus, on a toute floraison des théories du complot sur la fabrication du virus dans un laboratoire orchestré par Israël. Ce sont des théories antisémites qui existaient avant et qui n'avaient posé pas beaucoup de problèmes parce que ça concernait des groupuscules des gens. Mais avec les réseaux sociaux et Internet, ça s'est complètement propagé partout et on le retrouve donc toutes ces théories amplifiées et tout le reste. Après, donc, avoir recherché à chercher les coupables. Diapositive suivante. Il fallait trouver donc
la conduite, une fois qu'on a émis l'idée, il fallait donner la conduite à entreprendre. Là encore, des fake news qui se sont complètement multipliés. On a proposé aux gens, pour se défendre contre le virus, de se gargariser à l'eau, d'utiliser des sprays, je vous passe des meilleurs. Ensuite, il fallait traiter les gens. Et le traitement de ces maladies, proposé toujours dans ce registre des fake news, c'était de boire du gingembre bouilli, de l'eau de javel, de tout ce que vous pouvez imaginer. On peut passer, je vous ai dit, des jours et des jours là-dessus. Diapositive suivante. Ok, je peux pointer, je pense que vous le voyez. Généralement, dans ce type de présentation, une diapositive avec 30 000 choses, ce n'est pas très didactique. Mais je l'ai fait exprès parce que ça, c'est une publication que j'ai vue hier sur le site de notre association. Regardez ce qui se passe dessus. C'est un site qui s'appelle QActus, qui met ici comme scoop, effectivement, quelque chose qui est bien sûr faux. Les vaccins ne pourront pas être obligatoires. Quelle est la relation entre cette publication d'hier et ce monsieur, ces chamans QAnon qui se retrouve au Capitole le 6 janvier, et ce monsieur que vous avez vu cette vidéo circuler, ces supporters des Léopards du Zaïre, quelques heures avant le match, parce qu'on a fait des tests truqués, c'est que tous ces gens, ils croient à des complots. Et c'est exactement ce qui se passe avec ce mouvement qu'il faut connaître le nom, à partir de maintenant, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est le mouvement QAnon. Ce sont des gens, c'est un mouvement qui est né, un mouvement complotiste né aux États-Unis dans les années 2017, dans lequel il y a un certain Q, monsieur, ou un agent infiltré de la CIA, des services de renseignement de la police militaire américaine, soi-disant, et qui diffuse donc des informations complètement complotistes, comme quoi le monde que nous voyons, c'est un monde qui n'est pas géré par des dirigeants. Obama, par contre, il était plutôt un agent qui était utilisé, et que derrière tout ça, ils ont quelqu'un qui peut, de style Donald Trump, qui va donner un coup de pied dans la fourmilière. Au début, donc, c'est cantonné dans des groupuscules de gens, surtout d'extrême droite, comme on le verra tout à l'heure. Mais par la suite, avec le confinement qui arrive, le Covid, au mois de mars-avril aux États-Unis, février-mars aux États-Unis, ces gens s'est multiplié entre janvier et septembre de l'année dernière. Ils sont passés à 581%, ce groupuscule, à la fois aux États-Unis et qui sont en train de s'implanter effectivement en Europe. Et dès le milieu de l'année 2020, les services de renseignement américains vont les classifier par les groupes terroristes intérieurs. Où est la relation avec le virus? C'est donc sa propulsion, ces informations accompagne donc ces mouvements complotistes qui grandissent et qui s'associent en plus, nous l'avons vu tout à l'heure, une fois qu'on a produit l'information, qu'on a recherché les coupables, il faut les soigner. La particularité de ces groupes complotistes, surtout celui-là qui part d'une petite épicerie de complot dans un milieu, dans un groupe de discussion américain pour deviner aujourd'hui ce qu'on considère comme une multinationale du complot, c'est qu'il propose comme traitement ce qu'on appelle la théodicée, c'est-à-dire un juge justice divine, et qui définit même, pour eux, ils justifient la bonté divine par la réfutation des arguments tirés de l'existence du mal. Vous voyez où est-ce qu'on en est? Ça dit que nous l'avons vu dans tous les groupes de discussion, tout ce qui rentre autour de ces méthodes. Valentine vient de nous expliquer la beauté de la science, des grands progrès qu'on a fait en moins d'1 an, mais tous ces groupes qui considèrent, parce que pour eux, il n'y a pas de preuve scientifique. Dans cette définition, il y a 2 groupes, il y a le mal, il y a le bien. Ça donne les réponses à tout. Le virus, on l'a fabriqué à Wuhan, c'est un truc du Centre Pasteur, c'est une solution facile qui passe partout, tout le monde l'écoute, tout le monde accepte, et c'est comme ça. La solution, c'est telle chose, c'est telle chose. Pendant ce temps, les scientifiques n'arrivent pas à dire aux gens, avant, on mettait 2 ans pour avoir un vaccin. Avant, pour faire le diagnostic nous avons vu tout à l'heure, heureusement, qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut avoir nos amis qui sont au Québec, à Dallas et autres. Sinon, les gens, quand on parle de virus au Cameroun, même nos collègues qui y travaillent, nous qui y avons travaillé, il faut un microscope électronique à balayage. Et on n'en compte pas beaucoup sur le continent africain. Donc, parler de ces virus, ne pas avoir les diagnostics, on a l'impression que les scientifiques ne comprennent plus rien.
Diapositive suivante. Diapo suivante, Emma. C'était toujours pour ce mouvement QAnon, avec quelques éléments ici, comme je vous ai dit, basés essentiellement sur le complot. Tout le monde a vu la vidéo de cette jeune fille qui, je crois, dans un congrès ou dans une assemblée aux États-Unis, tenait des coupables, parce que ces mouvements complotistes, en fait, ils résument leur théorie par le fait que ces gens qui dirigent le monde et qu'on ne voit pas, ils sont à la fois satanistes, ils sont pédophiles, et certains même sont cannibales. Voilà leur résumé. Et c'est un journaliste français qui définit le mouvement QAnon. J'insiste beaucoup dessus parce que vous allez en entendre parler. Et c'est un trou noir qui est complotiste et qui avale toutes les autres conspirations d'où on ne peut pas s'échapper. Ça veut dire qu'ils s'adaptent à tous les environnements. Ils sont comme ces virus, comme nous l'ont présenté nos amis. Ils mutent, ils s'organisent, mais ils sont une force incroyable de propagation dans toutes les sociétés et dans toutes les communautés, que ce soit partie des États-Unis, actuellement en Europe et probablement en Afrique sous d'autres formes. Diapositive suivant. Alors, l'Afrique dans tout ça. L'infodémie arrive en Afrique. J'ai mis que 2 petites images. Celle de cette dame que vous voyez en train de vendre les médicaments sur un marché au Togo et en face, un Sénégalais qui pourrait être un Camerounais, qui, dès le mois de mars, je commence par la dame, je l'ai laissé cette photo pour dire que si, en Afrique, les fausses informations arrivent, parce que dans cette étude qui date de 2019, publiée par l'OMS, on a la moitié des médicaments sur le marché africain qui est constitué des faux médicaments. On a des pharmaciens dans d'autres groupes, probablement peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter. Et en face, j'ai mis l'image de ce monsieur qui, dès le mois de février, mars, il n'est ni médecin, mais se rend compte qu'à Dakar, on a besoin d'un certificat Covid pour voyager. Il s'improvise médecin, il vole les titres et les en-têtes du Centre Pasteur, commence à faire des certificats de Covid négatifs aux gens pour voyager. Voilà l'Afrique, avec déjà ces problèmes qu'on savait antérieurs, bien sûr, puisque on a des fausses cliniques, on a des faux médicaments, on a tout, et on a maintenant des fausses informations. Vous imaginez ce que ça donne dans une situation comme celle-là. L'OMS a fait une étude qui montrait que les informations sur la pandémie ont été partagées et consultées plus de 270 milliards de fois sur les plateformes du continent africain, et que plus de la moitié, c'était de fausses informations. Nous savons que dans toutes les grandes villes, j'ai pris l'exemple de Dakar, de Douala, le conspirationnisme rend simple ce qui est compliqué aux yeux du public peu diplômé et donc privé d'outils critiques qui sont les anticorps pour lutter contre les fausses informations. C'est très facile, les théories du complot. Ça marche partout. C'est facile, c'est vite fait. On n'a plus le temps de faire de la recherche, on n'a plus le temps, on veut les informations tout de suite avec les réseaux sociaux. Nous, particulièrement en Afrique centrale, la maladie est souvent perçue comme une faiblesse. Et lorsqu'elle est transmissible comme le Covid ou le VIH, on est davantage stigmatisé et honteux. Donc, on n'en veut pas en parler. Diapositive suivante. J'ai toujours repris, ce sont des images que vous avez vues hier, dans plusieurs sites internet, parce qu'apparemment, il y a un championnat qui se passe au Cameroun. Vous avez le match, tension avant le match, c'est pas une tension qui est liée à la ferveur classique d'un match, c'est parce qu'en côté, on a une déclaration, je ne sais pas, je n'ai pas pu avoir toutes les informations en entier, mais on a les résultats du test Covid qu'on a réalisé. Et ça, c'est typique je ne vais pas dire du Cameroun. On a des tests Covid, apparemment, chez 17 joueurs qui sont positifs pour éliminer ces joueurs avant même le match de football. Qu'est-ce que ça donne comme image à la fois de la réalité du Covid? Est-ce que ça existe? Qu'est-ce que ça donne comme réalité des tests au laboratoire ou de nos laboratoires qui font des tests Covid, alors qu'il y a des journalistes, des milliers de journalistes ou des centaines qui sont à Yaoundé pour le match de football, et donc, on a des fausses informations de bout en bout qui sont tenues dans tous les milieux et sans même se poser des questions par rapport à tout ça. On se retrouve globalement, j'ai un peu résumé
Les théories conspirationnistes qu'on a en Afrique, c'est souvent sur des faux tests diagnostiques pour le Covid, c'est sur le traitement qui n'est pas prouvé, c'est sur des faux médicaments, des messages anti-vaccins. On le verra, on va avec les autres webinaires qui sont organisés sur le vaccin, comment ça se passe. Diapositive suivante. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais cette diapositive résume, c'est qu'on a essayé de discuter avec des amis pour leur montrer que ceux qui sont, comme je l'ai dit, la multinationale des fake news ou des théories du complot, ils accusent ce sont souvent donc des terreaux comme les anti-Big Pharma, les anti-vaccins, les anti-5G, on le verra dans la discussion du vaccin. J'ai pris l'exemple type seulement ici des pharmacies. Je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est que le Big Pharma? Les gens, qu'est-ce que c'est quoi? Pour nous rendre compte que toutes les grandes, ça, ce sont les plus grandes firmes pharmaceutiques au monde. Il y a Johnson & Johnson, il y a Roche, Pfizer, Bayer et Novartis. Tous les 5 là, qui sont essentiellement suisses, allemands et américains, totalisent 250 milliards de budget annuel. Or, la société Total qui exploite le pétrole au Cameroun, et chez nous, une société française, elle fait 200 milliards de budget annuel. Donc, ce n'est pas du tout les vaccins. On le verra dans ceux qui vont présenter les vaccins. Ce n'est pas une histoire pour gagner de l'argent. Et que quand vous voyez la grande distribution aux États-Unis comme Walmart, ils ont 400 milliards de budget annuel. Donc, ceux dans les théories complotistes qui disent que les vaccins, ce n'est pas pour soigner le Covid, c'est une histoire commerciale autre, on n'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'on mette ça dans la tête des individus. Diapositive suivante. Alors, qui diffuse les fake news? C'est d'abord vous, c'est moi. Dans cette étude réalisée par la BBC en 2020, on retrouvait du tout là-dedans. Des escrocs, des vedettes. On va le voir dans la diapositive suivante. La première étude d'ampleur sur la propagation d'informations erronées sur le Covid-19 par les médias, c'est une étude qui a été publiée en octobre 2020 par une fille qui s'appelle Sarah Evanga de l'Université de New York, c'était Donald Trump, c'est-à-dire un homme politique. J'ai retenu ici quelques-uns je ne sais pas comment je peux appeler ça. Quand il proposait, il y a le mois d'avril, l'usage du V ou les injections de désinfectants chez les gens pour se soigner contre le Covid. Il a fait une promotion de l'hydroxychloroquine aux États-Unis comme remède miracle sans aucune preuve, jusqu'à affirmer en avoir pris lui-même. On vient de voir avec l'intervention de Armand ou des autres que ces trucs-là n'est plus utilisé en France. On n'utilise plus la hydroxychloroquine, ça ne marche pas, ça n'a probablement jamais marché. Voilà. Donc, il est le champion des théories du complot et il est allé jusqu'à dire que la FDA serait infiltrée par les agents du Deep State. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, cette histoire de Quanon. Ils pensent que Deep State, c'est un état profond et que c'est eux qui ralentissaient la mise au point d'un traitement contre le Covid. Diapositive suivante. C'est la même chose, c'est les politiques. On voit ici ce monsieur André Arajanava, qui est le président malgache en train d'avaler une fiole de Covid organique. On a vu des avions charters privés aller chercher du Covid organique à Madagascar. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, Madagascar est en état d'urgence par rapport au Covid où la situation est très, très importante. D'autres hommes politiques, dans un tableau complètement cataprantesque, c'est ce monsieur, ce docteur Magufuli, le président de la Tanzanie, la deuxième économie de l'Afrique de l'Est. C'est un monsieur qui est chimiste par ailleurs, hein, il a un diplôme de chimie de l'université Dar es Salaam, donc quelqu'un supposé comprendre les choses, qui a été ministre brillant par le passé, et même avant de devenir président, se faisait appeler le bulldozer. Il s'est fait élire, et dès que les élections approchent en 2020, puisqu'il voulait se faire élire, à partir du mois de mai, il décide que la Tanzanie n'a plus de Covid. Donc, il devient coronaro-sceptique, il décide
que le virus a été totalement éliminé par Dieu, par les prières en Tanzanie. Il organise lui-même des prières, comme vous le voyez là, dans des grands stades, où il collecte des offrandes, et décide que la lutte contre le Covid sera essentiellement basée sur un trépied constitué de la foi, de la suppression de l'information et des poursuites économiques. Pour les diapositives suivantes. Et alors, le Covid arrive et retrouve les adeptes de la théorie du complot qui ont toujours existé. J'ai pris cette vidéo parce que quel que soit celui parmi vous qui regarde les réseaux sociaux, qui regarde des sites de discussion entre les amis, ils ont vu ces trois lascars. Le chef, le premier là, le docteur Tal Schaller, c'est un vétéran du théorie du complot. C'est un anti-vaccin épidermique. C'est un médecin suisse, diplômé de l'Université de Genève, qui a 76 ans aujourd'hui, qui n'a jamais exercé la médecine. Il a écrit plusieurs livres. Il fait une sorte de médecine, on pourra revenir un jour là-dessus pour qu'on discute entre nous, qui s'appelle une médecine allopathique. La médecine allopathique s'oppose à celle que nous on fait, nous qui pratiquons, qui est donc elle est basée, cette médecine allopathique, sur le fait que les gens, ils considèrent qu'un être vivant, il doit être soigné à la fois sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan mental et sur le plan environnemental. Donc lui, il se présente comme conférencier parce qu'il est naturopathe, il est homéopathe, il est acupuncteur, il est ostéopathe. Ces livres qu'il a écrits, Vaccin, et je le cite, Planétaire, il a écrit il y a 11 ans. Il est en train de le rééditer. Le Covid lui a donné l'occasion en or de multiplier les conférences que vous avez vues, tous vous avez vu cette vidéo, pour pouvoir revendre son livre. Et je disais donc que cette médecine dite allopathique s'oppose à la médecine sa médecine holistique, s'oppose à la médecine allopathique que nous, on connaît, pour laquelle, quand vous venez vous voir, on dit « j'ai mal à la tête », on vous donne un médicament par rapport à ça. Diapositive suivante. On le retrouve dans la vidéo avec ce monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est un Belge. Crèvecoeur est installé au Québec depuis 2004, où il s'est fait appeler au conférencier. Il dit qu'il est diplômé en physique quantique à l'université de Namur. Il n'a pas de trace de cet enseignement là-bas. Et on le voit donc, ils ont multiplié des vidéos comme ça depuis que le Covid est arrivé dans des théories du complot qui sont vues des dizaines, des millions de fois. Il n'arrive pas une journée sans qu'on ne passe une de leurs vidéos, sans que une personne ne m'envoie une vidéo du Cameroun en me disant « Qu'est-ce que tu penses de ce que se disent ces gens-là » J'ai mis aussi le troisième, que vous tous vous avez vu. Ils ont fait un documentaire qui s'appelle Vaccin, alerte vaccin. C'est Frédéric Chaumont. Chaumont, c'est un vidéaste conspirationniste français proche des milieux d'extrême droite. C'est quelqu'un qui est connu, je n'ai pas mis le nom de son compère qui s'appelle Serge Petit-Demange, qui sont connus en France depuis 2018 parce qu'ils ont effectivement sur un site qu'ils animent eux-mêmes, c'est un site conspirationniste qui s'appelle Jesper Madère. En 2018, ces voyous, ils ont publié sur leur site que la France n'avait plus de constitution depuis 2016 et que l'élection de Macron, c'était un dictateur qui n'avait pas droit. Et ça ne dit rien quand on dit ça. C'est comme ça comment ils se sont fait connaître, ceux-là. Mais quand on prend du recul, on se rend compte que toutes ces théories ont été le carburant pour les mouvements des Gilets jaunes qu'on a vus partout. Et donc, quand je vois ces vidéos qui diffusent tous les jours où ils essayent d'expliquer que le vaccin contre le Covid, 1, il contient le VIH, 2, il contient la liste, et non, je me dis comment est-ce qu'on peut multiplier, partager ces trucs de ces types de personnages toute la journée. Diapositive suivante. L'infodémie, elle est faite par des célébrités. Je me suis abstenu ici par politesse, parce que je sais qu'on a beaucoup de sensibilité parmi nous, de ne prendre qu'une caricature pour montrer comment, dans toutes les étapes du Covid, on a eu des fausses informations. J'ai pris le cas de ce pasteur, de ce prêtre camerounais,
qui fabrique des médicaments contre le Covid. Je ne sais pas, je n'ai pas voulu mettre sa photo parce qu'on n'a pas encore évalué ces médicaments, mais j'ai pensé à lui plutôt comme une célébrité parce que je pense que si c'était un guérisseur de mon village à Bouddha, probablement on n'aurait jamais parlé de lui dans le traitement du Covid. Je pense qu'on a acheté son médicament, on l'a bu, soit parce qu'on pensait qu'il y avait la prière dedans pour soigner les gens, soit parce que c'était quelqu'un de célèbre qu'on pouvait facilement inviter à la télévision pour vendre son médicament. Donc, c'est pour moi, voilà, il est considéré comme célèbre. Il y a un film qui est sorti, que je n'ai pas encore vu, au mois de novembre ou décembre, qui s'appelle Covid-19, qui a été organisé en France avec beaucoup de critiques, bien sûr, dans la façon par laquelle ça a été organisé. Diapositive suivante. Oui, l'infodémie, ce sont des connaisseurs. Emma doit connaître ce camarade de classe qui, j'ai lu dans un journal que je consulte presque tous les jours, que un journaliste qui s'appelle Achille Toutsa avait été soigné par un médicament fabriqué par un cardiologue, le docteur Yanini, qui s'appelait le Corocure. Je ne sais pas où on en est avec ce médicament. Une information comme celle-là, qui est faite par un médecin, un cardiologue, dans un journal sérieux, qui a soigné un journaliste, c'est un seul cas. Mais l'impact, comme disait tout à l'heure Valentin, dans un pays qui n'est pas préparé, elle est énorme. Vous ne pouvez plus après parler du Covid aux gens. Ils vont vous dire, vous êtes en train de nous faire des blagues. J'ai pris aussi l'exemple ici en France de cet infectiologue qui est très célèbre aussi dans les réseaux sociaux, le professeur Christian Perron, puisqu'il était un grand défenseur de la chloroquine. Je l'ai mis ici la faute pour laquelle il a été sanctionné par le Conseil de l'Ordre, le fait qu'il avait écrit et affirmé que les malades souffrant du Covid présentaient une aubaine financière pour les médecins. Parce que dans l'une de leurs folies, dans l'une de leurs théories du complot, nous, on est payé de plus en plus en fonction des malades Covid qu'on soigne. Donc, on met des faux diagnostics parce qu'on veut avoir de l'argent. Ce qui est totalement absurde dans un système, surtout le système médical français. Diapositive suivante. Et alors, face à tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Diapo suivant. Je vais aller vite parce qu'il me reste quelques secondes. Il faut évaluer la source de nos informations. Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est des membres de la famille? Si c'est un réseau social, est-ce qu'il a un profil actif et depuis combien de temps? Il faut même rechercher les indices pour des contenus qui sont peu fiables. L'esthétique est souvent manquant, le professionnalisme, on a des fautes d'orthographe ou des grammaires, et on a l'utilisation excessive, souvent des mots en majuscules ou des points d'exclamation. Diapo suivant. Il ne faut pas se contenter des gros titres. Il faut lire entièrement l'article avant de le partager. Il faut rechercher l'information au-delà du réseau social. Il faut identifier l'auteur. Vous avez vu tout à l'heure, en dehors de toutes les diapositives que je vous présente, en dehors de celle de la jeune dame qui faisait une présentation dans une salle, je ne sais pas si c'était aux États-Unis, j'ai retrouvé tous les autres acteurs des vidéos qu'on distribue tout le temps entre nous et qu'on se les passe d'un groupe à un autre. Il faut vérifier la date. C'est tout simple, s'assurer que l'information, est-ce qu'elle est toujours à jour, est-ce qu'elle est toujours adaptée, c'est aussi un des problèmes. Je revois encore jusqu'aujourd'hui les vidéos qui datent du début du Covid, avec des questions qu'on se posait à la fois sur le traitement et sur la prise en charge ou sur le diagnostic. Il faut examiner les éléments qui sont présentés pour étayer l'information, et voilà. Diapo suivante, il faut réfléchir donc à ces préjugés aussi, avant de distribuer le truc, il faut consulter et vérifier les informations. Il y a des fact-checkers, il y a même des structures, on a des organismes de vérification de confiance, même des médias comme la société de presse Reuters ou l'International Fact-Checking Network, qui vous permet de vérifier si une information est vraie ou fausse avant de la diffuser. Diapo suivant. Alors, je reviens sur ce magnifique schéma d'EMA qui a expliqué pour la propagation de la maladie. Elle est valable aussi pour la propagation de l'information. Si une personne n'envoie pas le message parce que c'est une rumeur, il va éviter la propagation d'une fausse information. S'il vérifie l'information, il va éviter la propagation d'une fausse information. S'il a obtenu l'information d'une source fiable avant de la propager, il fait du bien aux autres gens membres du groupe. Et cette personne qui a demandé comment savez-vous que c'était vrai, a évité de diffuser une fausse information. Et voilà comment on peut atténuer l'effet de ce qu'on a aujourd'hui comme cette infodémie.
Diapo suivant. Et alors, donc, rester critique sur les médias, ne pas laisser donc des fausses informations dans les réseaux sociaux, les signaler, c'est vraiment important, et en cas de doute, prendre le temps de vérifier l'information. Diapo suivant. L'espoir vient de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. La présentation de Valentine, qui était la dernière, m'a aussi beaucoup marqué sur le fait que, malgré tout, il y a des choses qui avancent énormément. La science avance. Il y a actuellement une spécialité médicale qui s'appelle l'infodémiologie, qui est en train de se mettre en place, qui a déjà même formé quelques centaines de spécialistes à travers le monde, qui va continuer dans les facs de médecine, qui associera dans les années à venir des experts en épidémiologie, en santé publique, des mathématiciens avec des applications technologiques, des sciences sociales, des journalistes, des médias, des marketing. Ils se sont même réunis au mois de décembre au siège de l'OMS ou par visioconférence à l'OMS pour pouvoir définir les modalités. Donc, il y a beaucoup de choses dans l'avenir pour pouvoir essayer d'améliorer le contenu de nos diffusions et éviter effectivement cette infodémie et toutes ses conséquences. Moi, je pense que j'ai terminé. Merci beaucoup et à la fois à tous les autres présentateurs. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, professeur, pour la présentation qui nous donne un bref aperçu sur la source, la propagation et l'effet des fake news et comment anticiper. Je dois dire que pour ceux qui ont souvent été impliqués aux activités en communauté, il y a toujours eu ce qu'on appelle la rumeur, c'est-à-dire que il y a toujours des personnes dans les villages qui, pour se faire voir, décident de créer une rumeur contre une vaccination. Donc, ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Et on a dû, chaque fois qu'on prépare une campagne, on préparait la lutte contre les rumeurs. Donc, maintenant, elle a quitté les villages, elle est sur les réseaux sociaux et influence nos perceptions par rapport aux interventions sanitaires qui devraient être bénéfiques et apporter une solution aux problèmes de santé qui entravent nos développements. Donc, ceci étant dit, et comme le temps est limité pour les commentaires, je souhaite passer la parole à Emmanuel pour continuer d'animer la phase questions-réponses. Je crois que c'était la dernière présentation.